Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous avoir ici sur cet appel. Je suis la coordinatrice de ADRA et avant de commencer, je vous dis que nous avons interprétation en anglais et en français. Si vous avez sur l'icône interprétation, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Et de cette manière, vous pouvez le faire maintenant. Et donc, aussi, si vous pouvez vous présenter sur le chat, votre nom, votre poste, le, le bureau duquel vous venez. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez le faire aussi sur le chat. Et à la fin, on va avoir un espace pour répondre à vos questions. Donc, je vais passer la parole au directeur du programme associé à DRAC Canada et la personne qui de Résilience TL. Avish, merci, Charmila. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est très tôt. Et bonjour, tout le monde. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue ch- pour ce webinaire aujourd'hui qui a été organisé pour le laboratoire d'apprentissage technique. Comme Sharmila a déjà dit, donc nous sommes ravis d'avoir des participants de tous les réseaux ADRA et il y a des membres de Footprints Canada qui vont rejoindre aussi. Donc la séance d'aujourd'hui, on va se centrer sur les pratiques durables, les initiatives de l'empreinte carbone qui sont des composantes critiques de notre effort collectif vers les changements climatiques. Comme vous le savez, donc, du cadre des États-Unis, les changements climatiques et reconnaît l'importance de progrès sur les actions contre les changements climatiques de ces réseaux. Donc, ce webinaire est aligné aussi avec les cadres d'action de leaders à promouvoir la résilience, l'importance à intégrer les considérations dans nos programmes et aussi le besoin de faire un plaidoyer plus grand au niveau global. Cette collaboration donc a commencé pour ADRA Bangladesh et ADRA et les bureaux de ADRA Asie et pour explorer la manière dont nous, nous pouvons fournir des solutions renouvelables de l'énergie alignées avec la mission d'ADRA. Et avec cette connexion, on peut explorer la manière de mettre en place des pratiques durables des projets et aussi améliorer notre impact sur les communautés. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter. C'est mon plaisir aussi de présenter notre présentateur d'aujourd'hui, Siddharth Bali. Il est président de assistance de ADRA et ça fait 18 ans qu'il travaille dans des domaines renouvelables. Il a aussi travaillé sur des rôles de leadership à Mitsubishi et dans plusieurs projets. Donc, il a aussi la initiative forestière et des projets partout en Inde et en Afrique et des certifications de standards et pratiques durables qui vont fournir des valeurs agrégées pendant qu'on travaille sur la construction de la résidence. Donc, nous sommes ravis d'apprendre de Siddhartha aujourd'hui et on encourage tout le monde de participer de manière active sur la solution de carbone et aller au-delà du travail de la communauté partout dans le monde. Merci beaucoup et je te passe la parole, Siddhartha. Merci beaucoup et merci de avoir cette opportunité d'expliquer
ce qui est les initiatives de crédit carbone. Donc, je suis Siddharth Bali. Vous pouvez me dire Bali comme l'information, c'est plus facile à rappeler et facile de le dire. Donc, avant de arriver aux explications plus détaillées, donc je vais présenter deux de mes collègues qui sont là dans les systèmes. Donc, si vous voulez bien, alors je vais bouger le caméra. Donc, oui, bonjour. Je suis Saili. Donc, c'est la manière de travailler sur des projets d'énergie. Et il est un expert de solutions d'énergie. Et donc, bon, je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est Renew? Et donc, on va faire donc des informations générales. Donc, c'est une compagnie renouvelable. Nous avons 16 gigas de patrimoine en in situ et nous avons commencé une opération de 10 gigawatts et pour la compagnie. Et donc, nous avons Investment Front JEDA, que c'est une compagnie japonaise, et le Fonds d'environnement global et CPP pour investissement. Ce sont nos partenaires. Nous avons deux bureaux à Londres, Singapour, États-Unis et en Inde. Et nous sommes la deuxième compagnie plus grande renouvelable. Mais par rapport au stock de l'énergie, nous avons quelques projets qui avancent et, et qui sont dans une étape pour la avancée pour une production verte. On fait aussi des fabrications de panels solaires et des générateurs éoliens. Donc, nous avons aussi des projets de transmission de l'énergie et des projets de carbone. Donc, Mission et Siley et moi-même, nous représentons le carbone. Donc, nous avons 60 personnes qui travaillent avec nous. Nous faisons tout de manière interne, commençant avec le début du projet, la mise en place du projet, le suivi et la vente des biens. Donc, il y a beaucoup de parties prenantes et engagées avec ces projets. Donc, en termes de carbone, le carbone a été euh, euh, fait. Donc, il y a beaucoup de projets de carbone et ce n'était pas assez développé au début. Et, et donc, il nous a fallu refaire les projets. Nous avons l'article 6.2, 6.4 et on l'a déjà commencé. Donc, pour les besoins de carbone, donc, parce qu'il y a beaucoup de commentaires pour faire des projets durables, comme l'agriculture durable, la cuisine propre pour la sécurité alimentaire. Et donc, tous ces aspects deviennent très importants. Aussi, on va définir les méthodologies pour aller vers le développement de projets. Et donc, nous avons aussi 24 projets de carbone euh, in situ. Donc, parmi ces projets, nous sommes dans l'espace du marché. Nous avons 16 millions de crédits carbone et ça nous fait être dans une position très forte. Nous avons un portefeuille de projets euh, différents. Nous avons 4 projets de cuisine, 7 ou 8 projets de forêt. Et donc, je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ces projets. Donc, les besoins de carbone et des financements de carbone dans les marchés,
est développée de manière volontaire et aujourd'hui est transmise pour l'article 6.2, 6.4 à un haut niveau, la qualité pour faire des projets renouvelables pour des organisations volontaires et pour la révision grandit. Donc, ça signifie qu'ils respectent la loi locale et après, donc on peut utiliser ces crédits carbone. En termes de crédit carbone, il y a quelques éléments importants. Le premier, c'est que il n'y a pas un financement de carbone. Donc, sinon, s'il n'y a pas de financement, le projet ne sera pas faisable. Donc, c'est pourquoi on a besoin des crédits carbone. En deuxième lieu, les projets doivent être très transparents. Les carbones réduits ne peut pas sortir. Donc, soit il est stocké, soit il est réduit. Donc, toutes les procédures peuvent être justifiées par rapport à l'impact. Donc, en ce qui concerne le projet, les développeurs, ceux qui travaillent le carbone avec nous investissent ou euh, investissent sur le projet. Après, nous avons de partenaires pour la mise en place du projet. Et donc, et- il faudrait voir quelles seraient les conditions de partenaires des parties intéressées des ONG ou de la part du gouvernement. Et donc, nous devons avoir le registre et, et avec un tiers indépendant pour pouvoir acheter les crédits carbone. Donc, comme j'ai déjà dit, ce sont les parties intéressées maintenant. En termes de partenaires de mise en place, c'est une organisation non gouvernementale. On travaille de très près pour développer ce programme. Et pour ce faire, il faut comprendre la technologie du carbone et quelques directives et avec les communautés savent et passent pour les organisations non gouvernementales parce qu'ils savent comment faire le travail, comment l'organiser et parce que la majorité des projets carbone cherchent à trouver un changement de comportement pour que ça soit plus durable. Ça, c'est une partie très importante par rapport à la manière d'intégrer les ONG et dans les communautés et voir quels sont les projets disponibles, les registres du projet. Je vais m'arrêter un petit peu ici et je vais demander s'il y a des questions là tout de suite. Je suis ravie de répondre à les questions que vous avez maintenant ou on peut passer à la discussion après ma présentation si vous voulez. OK. Donc, je vais continuer. Donc, et chaque projet de gouvernance a un processus différent. Donc, il y a la catégorie première, c'est-à-dire créer des conditions, par exemple, une intervention verte. Et ça va prévenir et ça va tomber dans un projet intéressant d'énergie. Donc, après, on va prendre le carbone dans l'air et pour, par exemple, l'agriculture durable. Et donc, capturer tout ça pour des projets techniques. Nous avons donc des projets de réduction, de capture de carbone, de capture directe. Donc, à chaque fois que nous commençons un projet carbone,
des fois, d'abord, on fait une étude de viabilité et par cette étude, on comprend quels sont les scénarios de lignes de base pour pouvoir les comprendre et travailler avec les partenaires des ONG sur n'importe quel type de projet. Il faut établir une ligne de base, que les projets soient particuliers et dans des communautés et, marginales, par exemple. Et c'est là où les ONG peuvent nous aider à comprendre quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'il faudrait changer, quels sont les défis et qu'est-ce qui va aider à changer. Donc, il faut comprendre leurs habitudes et comme un développeur de projet, il faut comprendre comment la communauté fonctionne et quelle serait la solution pour tout le monde. Donc, de notre perspective, on voit quelle serait la direction du projet, quels seraient les prix du crédit pour le marché et quelle serait la viabilité financière du projet. Et après, quelle serait la viabilité opérationnelle de ce projet? On ne pourrait pas faire un projet durable du riz, par exemple, si les projets de l'eau n'est pas aligné. Donc, les biogaz, par exemple, dans une zone très froide. Et donc, après avoir établi tout ça, on commence les projets, on va conceptualiser les projets en tout ce qui concerne les projets carbone qui définit tout et voir de quelle manière ces projets seront mis en place. Et on va se poser des questions et une fois les projets commencent, ouais, donc je vais parler un peu plus fort parce que le son n'est pas très bon. Bon. OK, basé sur ça, sur cette validation des projets, après, le projet est enregistré et après, ça dépend sur le délai. On va donc travailler les crédits. Donc, si c'est un projet propre, ça devrait être l'année suivante. Et donc, en termes d'exécution, par l'exécution du projet, comprenant que ces parties prenantes travaillent avec nous, une fois on a fait la formation technique, on a identifié les partenaires, on va avoir des réunions pour avoir les feedbacks et basé sur ces feedbacks, on pourrait donc commencer à préparer le projet et comprendre aussi comment on pourrait travailler par les émissions et concevoir les projets en soi. Donc, cette partie n'est pas exhaustive, tout simplement. Il faut voir que c'est un indicatif, les données et les choses qui vont au-delà de 5 articles numérés là. Et c'est là où on va commencer à travailler avec les ONG. Ça, c'est tout simplement comment faire l'évaluation du projet. Donc, plusieurs d'entre vous seraient conscients que toujours il y a des problèmes parce que quelques organisations ou quelques projets, bien évidemment, essaient de prendre des avantages de ces projets. Donc, pour nous, les risques, c'est la traçabilité, voir à chaque fois qu'on fait un projet, de quelle manière on peut couvrir les risques. Parce que nous sommes une compagnie de Nasdaq et pour nous, le carbone, c'est une chose.
mais on a toujours besoin d'avoir une bonne qualité. Et donc, ça, c'est un point critique. C'est critique pour ADRA et pour l'organisation. Donc, ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire, c'est de numériser les projets. Donc, et je vous donnerai un exemple. Si on fait un projet de cuisine pour améliorer, donc on va mettre un capteur, un GPS, à chaque fois que ça commence. Donc, ça nous envoie des données par rapport, par exemple, les horaires qu'on a utilisé ce type d'outils. Si on travaille sur un projet de biogaz pour le GPS aussi, ça va nous dire combien de gaz est produit et combien de gaz est utilisé. Donc, si on a des projets d'investissement électrique, nous avons l'énergie installée et l'induction même pour qu'on sache exactement combien d'énergie le dispositif à utiliser, quelle serait l'émission. Et donc, pour nos cultures, on utilise beaucoup le mapping, le suivi pour faire un suivi, par exemple, pour les forêts et quantifier le plus d'informations que possible. Et donc, si c'est une agriculture durable, on développe des données par satellite et une partie, tout simplement, c'est voir quels- euh, les objectifs climatiques qui sont des influenceurs locaux de la communauté qui sont désignés par les organisations non gouvernementales. Et ça dépend sur le projet et la durée du travail. Et quels seraient les suivis physiques. Donc, ça nous aide aussi. Donc, à Renew, nous avons développé notre propre système d'application mobile et nos consoles. Et ça peut être utilisé pour les ONG et pour les climats. Donc, les latitudes nous permettent de quantifier toutes les données et ça utilise la méthodologie pour quantifier la méthodologie. Si on utilise des chiffres comme, je ne dirais pas des amis, mais je dirais des organisations qui peuvent générer 4 fois de plus une période comme nous, mais ça, c'est la manière dont on va opérer pour conserver ces euh, aspects. On aime donc travailler avec des euh, personnes qui ont de l'expérience, qui ont une sensibilité par rapport à l'intégration, qui ont une bonne réputation. Et donc, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais il faudrait parler de la diligence raisonnable dans les projets et pour les projets des solutions. Donc, on va arriver et voir bon, il y a beaucoup de projets de carbone, un type de CO2 qui est comme un crédit carbone, mais les prix de crédit, c'est très différent pour des différents projets parce que ça dépend des effets de carbone du projet qui peuvent permettre à la société quel est l'objectif et comment s'assurer de la faisabilité de chacun. Donc, on va commencer par exemple avec les mangroves, qui est le projet le plus important en ce qui concerne l'écosystème. Les mangroves absorbent 10 fois de carbone comparé avec la couverture conventionnelle, a beaucoup de bénéfices écologiques qui euh, contiennent les tsunamis, etc. Donc l'érosion, ils vont éviter aussi l'érosion. Donc c'est une protection à la biodiversité très, très importante. Donc on travaille avec des communautés qui euh, travaillent dans le mangrove, qui ont d'intérêt
sur ce type d'écosystème et comprendre pourquoi ils vont couper ces mangroves, pourquoi ils les détruisent, si c'est pour faire des meubles chers ou de et, culture de poissons et donc voir quelle est la solution pour ces mangroves. Et l'autre solution, c'est faire des plantations fraîches. Donc, il y a la restauration de ces mangroves, la plantation comme une solution pour que ce type d'écosystème survivent après 4 5 ans, ils ont une autre probabilité de survivre. Et donc, les crédits carbone des mangroves peuvent cou- coûter jusqu'aux 25 dollars pour les types de SSG qui peut être atteint à travers ce type d'écosystème. Je crois que on a déjà, bon, on a déjà discuté sur ces diapositives. Un autre projet, c'est la agroforestation, réforestation et revégétation, et c'est créer de nouvelles forêts qui n'étaient pas là. La reforestation, c'est restaurer les forêts qui existaient déjà, et la revégétation, c'est tout simplement une combinaison de reforestation et afforestation. Donc, ça, c'est sur la terre d'agriculture où on va planter des arbres et faire qu'un champ devient une zone où il y ait des arbres de différentes espèces et une utilisation intelligente de l'arbre. Et l'arbre appartient au fermier. On peut, dans quelques cas, financer les petites plantations d'arbres. Donc, les fermiers arrivent, le paysan arrive avec les échantillons d'arbres. Et donc, et je vous donnerai donc un exemple. On investit sur ces petits arbres, de ces arbres qui sont plus petits, et on donne aux fermiers une participation de 25%. Et donc, si nous avons des problèmes avec ces arbres, donc on travaille avec les partenaires et les partenaires reçoivent un pourcentage de cette participation. Donc, en Inde, par exemple, nous avons 7 projets et de ce type qui ont eu de succès. Et donc, pour ce faire, on voit une augmentation exponentielle des arbres dans des zones où il y a les fermiers. En Inde, par exemple, nous avons vu une augmentation de 100 $ pour pour le petit fermier qui représente une hectare. Donc ça devient quelque chose de très important. Et après, la quatrième année, donc après, on va échanger sur les carbones et voir de quelle manière ça affecte. Donc la couverture augmente par rapport à ce type de projet. Et donc, il y a le carbone extérieur qui est la biomasse et il y a le carbone de terre que c'est à travers les racines. Et donc, nous pouvons considérer alors soit des projets s- dessus ou dessous ou dessus la terre ou dans la superficie et ça dépend du type d'espèce d'arbres avec lesquels on travaille. Donc, ces projets agro
dépend comme on a déjà dit, du type d'espèce et il y a beaucoup de concertation technique, de comprendre la Terre, il faut comprendre les espèces, il faut comprendre comment tout ça fonctionne et donc voir quel type d'arbre il faut que ça soit, euh, voir sera les prix et quelle sera la manière de faire et la manière de planter un arbre. Donc, ces projets commencent par petit hectare jusqu'aux 20 000 hectares, par exemple. Après, nous avons nos pratiques durables et pratiques d'agriculture durable en termes de carbone. Il y a des méthodes pour la culture du riz, par exemple, parce que ça va éviter l'émission des gaz, ça va réduire les effets des gaz. Donc, les plantations, les, les quantités de culture dépendent aussi de l'eau. Et donc, c'est comme ça qu'on va travailler. On va travailler tout ensemble avec les, a- les fermiers. Donc, ça, c'est pour éviter, par exemple, on fait des formations pour les fermiers, les paysans, un aspect technique, un aspect d'inondation, de voir quel type de plantation il faut avec quel type de plantation il faut travailler, de quelle manière on peut travailler l'eau, etc. Donc, on aimerait bien faire quelques projets à Bangladesh, en Inde, par rapport à ça. Une autre variation du riz, c'est les semences et qui va éviter l'émission. Donc, un autre type d'agriculture durable, ce sont les fermes organiques, etc. Donc, d'ab- en dernier lieu, permettez-moi de parler des solutions de cuisine propre. Peut-être vous avez vu dans la partie rurale en Afrique et en Asie, les familles qui utilisent des dispositifs de pierre, 3 pierres pour cuisiner avec du carbone en Afrique, du charbon en Afrique. Et ça cause beaucoup de morts d'enfants et de mères. C'est une source de maladies pour les yeux, des maladies respiratoires. Donc l'idée, c'est de travailler avec ces foyers pour qu'ils fassent la transition vers une cuisine propre. Donc, il n'y a pas une solution qui va tout arranger. Il y a des lieux où il faudrait une cuisine pour améliorer. Après, la consommation du bois va augmenter. Donc, il y a aussi les biogaz. Et donc, l'intervention s'utilise pour les fermiers, pour les paysans qui travaillent les produits laitiers, qui ont plus de 2 vaches, où il faut mettre 50 kilogrammes des déchets de ces bétail. Donc, et la condition, c'est que ça soit des 16 degrés. Et au-dessus, il y aura une transformation. On va produire les gaz méthane. Et, et donc, tout ça entre dans le foyer. On peut générer des crédits carbone. S- Et si on ne contrôle pas nos sources de vision, c'est une manière de nettoyer la dégradation naturelle d'un côté et les déchets
de bétail et la production de méthane. Donc, ce sont les cuisines améliorées. On fait la conception d'une cuisine différente, 41% libre d'émissions. Et ça, c'est la dernière convention, 50% de réduction d'émissions. Et ça, c'est pour des communautés qui n'ont pas accès qui n'ont pas de bétail et qui n'ont pas accès à l'électricité, mais qui ont accès au bois. Et donc, ça va réduire en quelque sorte les charges sur la forêt et ça va réduire les émissions. Et Et les crédits du foyer vont partir à la forêt de manière plus rapide. Il y aura moins de conflits avec la vie sauvage et beaucoup de choses peuvent arriver si on change vers ce type de technologie. Et la chaleur sera aussi concentrée, sera réduit, le temps en cuisine sera réduit et ça va réduire 2 tonnes de crédit carbone, 2 tonnes de CO2 en comparaison avec d'autres types de cuisinières. Donc, cette réduction, c'est quelque chose qui est considérable. Aussi, nous faisons la cuisine électrique dans quelques lieux, par exemple au Kenya, où ça, c'est plus, l'énergie est plus stable, mais ce n'est pas quand même une source confiable et durable. Donc, nous allons fournir une cuisinière à induction électrique et c'est plus disponible parce que changer le système de bois à une cuisinière électrique, c'est un défi très grand parce que la saveur va changer, les temps de cuisson va changer. Donc, une fois on change à la cuisine électrique, les 6 mois, les 8 mois, 8 mois après, on peut déjà dire qu'ils ont pris l'habitude de l'utiliser. Ça deviendra une habitude. Donc, l'idée de commencer ces discussions avec ADRA, on travaille avec ADRA Bangladesh, ADRA Asie, et on essaie de faire quelques projets en Inde, mais on aimerait bien avoir une compréhension globale avec ADRA. Et donc, pour Renew, on travaille dans des pays en Afrique, essayant de développer et en Asie du Sud et montrer ces projets pour voir si vous aurez intérêt à nous donner votre support comme partenaire de la mise en place pour transformer et tout ça. Donc, on aimerait nous montrer des pays, des projets intéressés pourrait être un complément et dire, bon, Adra travaille dans quel pays, dans tel projet. On peut voir quels sont les points communs, identifier si ce sont des projets qui peuvent intéresser les organisations. Et donc, on va travailler sur la diligence raisonnable et on peut avoir des services de ligne de base et on va rentrer dans l'implémentation, dans la mise en place de ces projets. Donc, à ce moment, je m'aimerais voir si on peut rentrer dans des projets ensemble. Et dans ces... Bon, je m'arrête là. J'ai vu quelques questions, donc j'aimerais bien répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci, Sidak. Il y a quelques questions sur le chat. Donc, on dit, je pense que il y a une évidence de crédit carbone en agriculture, c'est une partie technique. Oui,
Je vais consulter avec mon expert technique. La question, c'est si il y a un manque d'évidence en termes de crédit carbone, des crédits d'agriculture. La manière dont on fait ces produits, c'est qu'on va euh, prendre des échantillons de la terre avant et après et au milieu du projet. Bien évidemment, le carbone va changer s'il y a la pluie, ça change, s'il y a le soleil, ça changera aussi. Et donc, il y a des manières scientifiques pour pouvoir calculer et utiliser cette méthodologie. Oui, merci, Zidat. Il y a une autre question. Quelle est la taille moyenne des fermes qui peuvent être utilisées pour mesurer le carbone? Par exemple, en Inde, nous avons un échantillon pour mesurer nos, la superficie. Et donc, on commence à descendre et nous avons un projet par hectare. Et cet échantillon est pris de ces deux parties, on les mélange, on les met, on l'envoie au laboratoire et, et après, l'autre analyse est faite dans les laboratoires. Donc ça dépend, ça dépend. Parce que nous, si on fait un projet sur 10 000 hectares, euh, f- donc pour un fermier, en moyenne, c'est 1 hectare. Donc, on aurait 300, 400 échantillons de terre. Oui, plus ou moins. Merci. Il y a une autre question. C'est le carbone, le crédit carbone est un peu complexe. Et donc, comment ça va générer un impact vers les communautés éloignées? Oui, c'est complexe, on le comprend, on sait que c'est complexe et pour ça, il y a beaucoup de bruit dans les marchés. Et donc, l'idée, c'est que ça rentre dans les projets. Si un petit fermier entre dans les projets en Inde, il n'aurait pas accès à un investisseur international. Donc, c'est là où on rentre euh, et ça arrive à ces fermiers marginalisés avec les partenaires internationaux et on paie pour développer des projets de carbone et après la participation est, est donnée aux fermiers. Donc, je vous donne un exemple. Si la cuisinière des cuisines propres, ça coûte 40 dollars. On va seulement demander 1 dollar pour les fermiers. Mais il n'aura pas accès vraiment à payer 1 dollar et encore moins à payer 40 dollars. Donc, en termes de cuisine électrique, par 1 dollar, si c'est la cuisine électrique, ça va coûter 70 dollars, par exemple. Et les biogaz coûtent 150 dollars. Et nous, on va seulement demander 50 dollars et on fournit tous les systèmes qui coûtent vraiment 500 dollars. Et donc, de là, on va prendre les crédits. Donc, il y a un groupe de forestiers. Donc, le chantillon est fourni de manière gratuite, donc guider le fermier vers quel type de fertilisant, quand il faut faire une intervention dans les cultures de contribution. Donc, on va les aider pendant 3 ans et après, de manière à ce qu'ils commencent à obtenir les crédits carbone, que c'est 20 ou 25%. Ça dépend de l'organisation parce que ça varie, mais un acheteur de crédit va chercher toujours quels sont les bénéfices pour la société. Donc, il y a d'organisations qui,
qui travaille sur ça et donc dans nos projets, on essaie de créer des bénéfices à côté parce que ça va améliorer la qualité du crédit carbone et ça améliore aussi l'habilité du partenaire. Il faut pas oublier que c'est un business du carbone, mais aussi est fait pour les bénéfices de la société, parce qu'il y avait un manque de techniques et qui bénéficient la société, et c'est pourquoi ça existe. Donc, si on ignore les bénéfices aux communautés, donc vraiment on ne fait rien. Et les acheteurs sont bien éduqués à ces propos. Oui, et il y a une question sur qui c'est qui a commencé l'initiative. Oui, vous êtes conscient du problème qui a commencé aux années 80 ou 80 ou 70 où il n'y avait pas le protocole de Kyoto avec cette idée de ce style de carbone. Mais après, c'est l'accord de Paris qui a vraiment commencé à éveiller l'intérêt. Il y a beaucoup de parties prenantes qui sont entrées sur le marché des crédits carbone et c'est comme ça que le projet a commencé. Oui, donc je ne suis pas sûre de qui c'est qui a commencé ces projets, qui a été le premier acteur qui a réalisé ça. Ben, tout a commencé par des systèmes de bois. Donc, et les émissions, etc. Mais après, les marchés volontaires de carbone a commencé. Oui, il y a une autre question. C'est Lille, il dit si ça c'est pour une fixe, un emplacement, ou parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes au Kenya et donc on peut passer d'un lieu à un autre parce que pour le travail avec le bétail que nous faisons. Donc oui, il y a des différentes conceptions des projets. Il y a des cuisines fixes, il y a des cuisines mobiles. Donc l'impact en Kenya, justement, là on fait la cuisine de bioéthanol, que c'est une cuisinière de bioéthanol mobile. Donc, nous avons des projets de cuisine améliorée en Inde et en Inde du Sud. On fait un projet d'induction électrique. Donc, je dirais que la principale, c'est la cuisine induction. Mais nous avons évidemment des cuisines qui peuvent être transportées d'un lieu à un autre. Et pour des projets qui sont implémentés dans un euh, panorama holistique, intégral, qu'il y a plusieurs activités dans un seul projet, dans un seul document de projet pour les carbone crédits. Oui, si on peut inclure plusieurs activités dans un seul projet, ou si on regarde seulement les projets des crédits carbone et d'autres types d'interventions avec de l'eau, de la nutrition, sécurité alimentaire. C'est un autre type de projet que nous faisons. Mais oui, on peut dire qu'on fait des projets agroforestiers et, et donc par rapport aux méthodologies, elles sont différentes. Ça dépend du projet. Et donc, il y a une méthodologie qui s'appelle TRM 47 qui peut être fait pour les carbones euh, sur la superficie et dessus la superficie aussi, ça c'est possible. Mais si j'ai fait un projet de cuisine propre et pour améliorer la partie agroforestière n'est pas possible parce que la position elle est différente. On ne peut pas mélanger les deux technologies, les deux méthodologies. Mais la portée de la méthodologie, ben, évidemment, n'est pas parfaite, mais si la méthodologie fonctionne, on va les enregistrer comme un projet différent. Peut-être si vous avez l'agroforesterie, donc dans une zone,
Et on peut faire la partie agroforestière dans une même partie. Donc, c'est que la méthodologie nous permet de faire, on peut le faire. Il y a une taille euh, pour les projets. Et donc, si c'est des espèces qui grandissent rapidement, donc on pourrait euh, des 5 000 à 10 000 hectares, mais s'ils sont d'espace relatifs, et donc c'est une zone plus grande de 25 ou 25 000 hectares. Donc, après, ça peut être de 300 000 connecteurs, de 300 000 hectares. Donc, si c'est la partie agroforestière, c'est 5 000 hectares. Et là, on va planter comme euh, 3 700 pour plantation. Donc, en termes de forêt, oui. Si si vous avez le nombre d'arbres, c'est 1 million. C'est le nombre minimal d'arbres qu'il faut sauver. Si on parle d'hectares, c'est un minimum de 5 000 hectares. Un bon projet, c'est normalement 5 millions, 6 millions et un hectare, dans nombre d'herbes. Un nombre d'hectares, ça peut être 3 000, 4 000. Merci. C'est l'agrégation de beaucoup de fermiers et l'idée, c'est de les rassembler. Donc, combien de temps ça prendrait pour vendre les carbone de ces interventions dans la partie agricole? Si c'est agroforestière, donc ça commence de la quatrième année. Si c'est suffisamment grand, euh, ça c'est de 4 à 25 ans. Si c'est sèche, humide, ce qu'on peut monétiser, c'est de composition, c'est à une année et demie, on peut prendre les crédits carbone. Oui, je crois qu'il y a une question intéressante. Merci. Une- On a 3 minutes, mais on peut prendre 5 minutes de plus si nous avons une ou deux questions de plus. Si Carlo Demansi Renew investit dans la cuisine électrique en Indonésie, ça signifie que les crédits carbone vont aller au marché international parce que l'Indonésie maintenant se centre sur les marchés. euh, donc, c'est difficile de vendre les carbone international parce que le gouvernement se centre sur la régulation locale. Et il faut voir aussi évidemment les lois locales et quand il y a un cadre clair en ce qui concerne le carbone, on peut prendre une partie de ça pour donc on peut l'ajuster de manière adéquate, mais si le cas c'est qu'il faut se maintenir en 80%, 90% et on peut voir seulement les 10%, ça signifie que les prix du carbone doivent euh, être régulé par un marqueur qui nous dit si on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Donc, ça dépend de la viabilité de dire de travailler. Il faut travailler avec la législation gouvernementale. Donc, il y a des pays qui ont une réglementation claire sur le carbone et si les projets disent que c'est les 90% et qu'on essaie, donc pour nous, c'est plus important parce qu'on aime de réaliser les projets où les lois sont très, très claires. Oui, une question de plus, Siddharth, si tu es d'accord. Et il y a des commerçants pour la cuisine propre au Kenya et quel est le coût en dollars, quel est le prix, combien ça coûte?
Bonne est là. Burn a une usine à, à Nairobi et les coûts d'une cuisinière en bois, c'est 25 $ au Kenya, peut-être. Vous allez voir peut-être sur Internet ça. Mais si les prix peuvent être considérés sur Amazon, c'est comme 35 $. Il y a quelques autres facteurs, mais je dirais que la manière la plus confiable, c'est la manière la plus confiable des cuisinières. Récemment, j'ai voyé une des interventions dans les projets de Nature Burn et, et chaque cuisinière coûtait 50 $, 40 $. Et donc, on peut donner une cuisinière sur 1 $ par rapport à ce que nous avons dans le budget. Donc, c'est une grande différence qu'on peut réussir à faire. Une dernière question. Quel est le programme les plus importants de crédit pour une solution basée sur la nature qui est centrée sur les ressources d'eau et les cuisines et air, agroforestières, etc., et l'utilisation des terres? Ce sont de différentes maladies. Il n'y a pas un médicament qui puisse guérir toutes les maladies. La cuisine propre, c'est un thème, l'agriculture, c'est un autre thème. Et donc, les ressources d'eau est différent. Donc, il n'y a pas un médicament qui puisse guérir toutes les maladies. Ça n'existe pas. Donc, on a besoin de considérer ça cas à cas pour voir quels sont les objectifs de la communauté, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les problèmes, est-ce que c'est une sécheresse, est-ce que c'est une inondation ou quel type de peste. Donc, à partir de ça, il faudrait voir de quelle manière on va concevoir les projets. Il n'y a pas seulement euh, et ça dépend du contexte. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être présents. Merci de vous réveiller si tôt. Merci de venir et de partager avec nous ça. On a enregistré ça et on va le partager avec ceux qui n'ont pas pu venir. Vous pouvez donc continuer à à poser vos questions. Et donc, on va essayer de trouver la meilleure solution possible dans le cadre de ces travaux et de notre partenaire avec Renew. Donc, merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. J'aimerais bien remercier tous les participants. Merci beaucoup. Et on espère qu'on pourra parler un peu plus sur ça et que vous, dans vos différentes géographies, vous puissiez comprendre de manière globale avec ADRA ces exercices. Merci, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Merci à tous et à toutes.